Bonjour et bienvenue à tous dans cette première de l'U-Match, la nouvelle émission de l'Humanité. Alors ici, pour vous expliquer le concept, on va aborder des questions qui font polémique, mais vous en doutez, pas à la CNews. On a une ambition, dépasser les polémiques justement et les invectives pour décrypter les enjeux avec un match argument contre argument. Parce que comme disait Jaurès, le fondateur de l'UMA, notre but, c'est de donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Et puisqu'on parle de Jaurès, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler laïcité, l'un de ses grands combats. Tout à fait. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on célèbre demain les 120 ans de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et surtout parce que désormais tout le monde s'en réclame de la laïcité sans que personne n'y mette vraiment le même sens. Alors avec une mention spéciale bien entendu à l'instrumentalisation orchestrée par la droite et l'extrême droite sur ce terrain où la gauche se divise aussi. En particulier depuis l'affaire du voile de Creil, il y a déjà presque 40 ans de ça. Alors pour animer avec moi cette émission, j'ai à mes côtés un journaliste que vous connaissez bien si vous suivez assidûment notre chaîne Twitch. C'est Cyprien Cadéo. Salut Julia. Salut Bonjour. Cyprien. Il est chef adjoint de la rubrique politique de l'UMA pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents. Alors, et on a bien sûr des invités. On accueille sur ce plateau, pour l'heure qui vient, Nicolas Cadenne. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Cadenne, vous êtes un spécialiste de la question de la laïcité et aussi, on peut le dire, de son instrumentalisation obsessionnelle, puisque vous avez été l'objet d'une virulente campagne, notamment lorsque vous étiez rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, qui a fini d'ailleurs par être dissous. On y reviendra pendant l'émission. Vous avez ensuite cofondé la Vigie de la laïcité pour poursuivre votre travail sur cette question. Et alors, pour débattre avec vous, on accueille Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste. Vous avez beaucoup travaillé, vous aussi, sur cette question. Et vous avez signé début novembre un appel intitulé « Les universalistes » où il est notamment question de la laïcité. Vous aviez également été, à l'époque de son lancement, signataire du manifeste du printemps républicain. Vous nous direz d'ailleurs pendant le débat ce que vous en pensez désormais. Et puis, vous défendez aussi jeudi une proposition de loi pour créer un défenseur de la laïcité à l'Assemblée nationale. On y reviendra aussi. Mais alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Puisqu'on célèbre les 120 ans de la loi fondatrice, on va commencer par la question de base. Oui, parce que je voulais vous soumettre une citation d'une historienne qui est donc Valentine Zuber, qui résume le clivage sur l'interprétation de la laïcité qui anime le débat en France. En fait, elle dit il y a ceux qui voient donc dans la loi de 1905 la garantie des libertés individuelles de croire ou de ne pas croire, et d'autres qui pensent qu'elle doit être un frein à l'expression religieuse dans l'espace public. Ma première question, ce sera pour vous deux. Est-ce que ce clivage, il vous paraît juste, premièrement? Et si oui, de quel côté de la barrière vous vous situez, entre guillemets? Nicolas Cadenne, allez-y. Bon, c'est sur le coup, Valentine est quelqu'un avec qui je travaille dans la Vigie de la laïcité, donc je suis évidemment en accord avec ce qui est dit là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on constate que trop de personnes ont tendance à utiliser la laïcité comme une arme de défense ou d'attaque, ça dépend, mais donc éventuellement pour défendre une majorité face à des minorités. Alors qu'en effet, la laïcité a été pensée dans une histoire toute singulière européenne et française en particulier, où il y a eu des conflits religieux, il y a eu des légalisations de discrimination pendant des siècles de cela, et effectivement, il y avait nécessité de trouver un système qui permette de donner la même liberté, les mêmes droits à toutes et tous, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances, qu'ils soient issus d'une majorité supposée ou d'une minorité supposée, avec un État qui était séparé donc de tout pouvoir religieux. Donc je m'inscris en effet évidemment pour ce qui me concerne, dans la première partie qui a été dite, à savoir donc de cette garantie des libertés, même s'il y a toujours des limites. Les limites, c'est évidemment le bon respect de l'ordre public établi par la loi. Jérôme Guedj, ce résumé du clivage, il vous convient? Mais moi, je suis déjà embêté qu'on commence par parler de clivage. C'est-à-dire que déjà, on se résigne presque à la saturation du débat public sur le clivage. Et on ne sait même plus sur quoi il y a clivage. C'est-à-dire que pour moi, un des drames de la laïcité, c'est l'abandon collectif de la connaissance de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Et donc, moi, j'aime le débat, j'aime la dispute apaisée, j'aime me limer la cervelle avec des gens qui pensent comme moi ou qui ne pensent pas comme moi. Mais je pense qu'on ferait d'abord œuvre utile plutôt que... ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas pointer les instrumentalisations, et elles existent, mais on passe plus de temps à parler des instrumentalisations qu'à parler du fondement. On fait demain une loi qui est une loi de protection.
Et il faut qu'on le rappelle, qu'on le martèle matin, midi et soir. C'est l'article 1 de la loi de 1905 dit que la République assure la liberté de conscience et garantit la liberté de culte. Donc, revenons à ces fondamentaux. Le prolongement, c'est celui de la neutralité de l'État. Donc, la laïcité, c'est d'abord du droit, celui qui est posé dans cette loi. Mais ce n'est pas que du droit. Et c'est au-delà du droit que se nouent les débats qui peuvent exister. C'est un principe philosophique, c'est un principe politique. Et comme tout principe politique ou tout principe philosophique, il peut être soumis à discussion, à débat, à controverse. Mais dès l'instant où on est resté attaché au fondement juridique. Moi, j'aime bien partir du droit et s'assurer d'abord qu'il est opérationnel, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ce qui n'est pas forcément le cas parce que la méconnaissance, parce que c'est un droit, mais qui innerve une éthique collective et individuelle. Et je pense que je vais commencer par ça. Moi, merci à l'UMA d'organiser ce débat. Je suis effondré de voir que ce 120e anniversaire de la loi de 1905 fasse aussi peu l'objet de ce moment de visibilité, de pédagogie, de revendication d'un héritage qui est dans le patrimoine républicain. Enfin, moi, je m'attendais naïvement, je suis souvent naïf sur ces questions-là. Est-ce que le président de la République, est-ce que les grandes institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est une loi quand même qui est des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c'est pas de son, pas d'image. C'est pas de son, pas d'image dans le débat public. Alors que les polémiques, on va les évoquer immanquablement, elles saturent le débat public. Mais la nature a horreur du vide. Quand ceux qui sont porteurs d'une position que moi je qualifie de nuance, et dans la période, il faut avoir le courage de la nuance. Et la loi de 1905, c'est le courage de la nuance dans le prolongement, ou en tous les cas en réponse à une période justement très campiste, très antagoniste. Bon, et ben là, on est en train exactement de revenir dans la période pré-loi de 1905, avec un campisme de gens qui, de part et d'autre, refusent justement ce courage de la nuance. Alors, justement, vous parliez de la loi de 1905 qui pose un cadre clair, mais effectivement, il y a aussi du clivage. Pour votre part, vous avez récemment signé une tribune, je le disais en intro, qui s'appelle Les Universalistes et qui évoque la laïcité et notamment qui appelle à recréer du commun, de l'universel, face notamment aux menaces contre la loi 1905, est-il écrit. Alors, on avait quand même une question, puisque comment est-ce qu'on fait pour recréer ce commun, cet universel, avec des gens, par exemple, comme Jean-Michel Blanquer, qui compte parmi les signataires, et qui disait, par exemple, en 2019, il me semble, que le voile n'est pas souhaitable dans notre société, par exemple. On entre pile dans les clivages, là, que vous évoquiez. Allons-y. L'expression des positions est toujours légitime, mais vous voyez, s'exprimer comme le fait Blanquer ou comme le font d'autres sur la question du voile dans l'espace public ou sur la question des signes religieux est pour moi un sujet, alors c'est peut-être un peu jésuite, j'ai failli dire sans jeu de mots, comme analyse, mais c'est un sujet qui est distinct du principe de laïcité. Moi, je m'en tiens au droit, donc je vais être extrêmement clair. Je suis contre toute forme d'interdiction légale de port de signes religieux dans l'espace public parce que c'est contraire au principe de laïcité. Ce qui ne veut pas dire qu'en tant que militant politique, je n'ai pas mon opinion sur le retour du religieux, sur l'expression de signes religieux dans le débat, dans l'espace public. Mais en tous les cas, je refuserai toujours qu'on invoque la loi de 1905 pour poser des interdits généraux et absolus, et qu'il peut y avoir un combat culturel, un combat politique, enfin c'est pas dans ces locaux et dans cette tradition politique qu'on peut considérer que le fait religieux n'est pas, j'ai failli dire l'opium du peuple, c'était une facilité à laquelle je ne veux pas céder, mais n'est pas l'alpha et l'oméga de l'organisation des sociétés. Et donc, je peux mener par l'éducation, par la pédagogie, par l'évocation d'autres concepts politiques au nom de l'égalité femmes-hommes. Je n'aime pas, je le dis, je n'aime pas
le poids des religions dans l'invisibilisation de la femme. Je n'aime pas les... juste parce que effectivement, on parlait il y a 30 secondes d'instrumentalisation. Pour vous, quelqu'un comme Jean-Michel Blanquer qui tient ce type de propos, par exemple, mais il s'inscrit dans un courant plus large, d'ailleurs, on y reviendra avec vous aussi, Nicolas Cadenne, qui tient ce type de propos, peut être un des acteurs avec lesquels on travaille pour recréer de l'universel et du évidemment qu'il faut travailler avec tout le monde. Si les gens sont attachés à la loi de 1905 et à l'application de la loi de 1905, moi, j'ai aucune difficulté à débattre avec des gens, encore une fois, qui ne pensent pas comme moi, sur des sujets dont je redis que je refuse de les voir traités par l'application de la loi de 1905. On va parler de plein de sujets, on va parler probablement du sport, on va parler du monde de l'entreprise. Sur ces sujets-là, ce n'est pas la loi de 1905 qui est en question. Puisque la loi de 1905, elle est extrêmement claire, c'est la neutralité de l'État et c'est la liberté de conscience. Donc je refuse, parce que là, ça donne du crédit à tous ceux qui voient dans la loi de 1905 un glaive justement pour punir telle ou telle religion et singulièrement en ce moment les musulmans. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai l'honnêteté de dire que pour autant, ça ne veut pas dire que dans le reste de mon engagement politique, je considère que c'est un fait acquis dont je me satisfais de voir une religiosité croissante, une tentation parfois de peser dans le débat public et aussi des pratiques qui ne sont pas ma tasse de thé. Je le redis encore une fois. Il y a des sujets où on peut parler de liberté on peut parler de liberté d'expression sur un certain nombre de sujets. On peut parler d'égalité femmes-hommes. On peut parler de lutte contre le racisme. Mais ces sujets-là ne recoupent pas ou ne se réduisent pas à la question de la laïcité. Donc c'est peut-être encore une fois un peu touchy de le dire en ces termes, mais ça n'évacue pas le débat. Et donc oui, moi je suis prêt à discuter avec tout le monde parce que sinon ça va se rabougrir le sujet. Nicolas Cadenne, vous, sur notamment, alors on ne va pas se mentir, le Printemps républicain a été vos adversaires politiques, qui est, notamment vis-à-vis de l'Observatoire de la laïcité. Vous, c'est quoi votre position par rapport à ce genre de déclaration de Jean-Michel Blanquer et sur le Printemps républicain et le rapport à la laïcité ? Le problème que je vois, alors je rejoins ce que disait Jérôme à l'instant, sauf que pour moi, Jean-Michel Blanquer, il ne défend pas la loi de 1905, il ne s'inscrit pas dans le respect de la loi de 1905. Il a effectivement porté des appréciations qui sont favorables à une extension du domaine de neutralité, à une neutralisation des individus. Et lui-même, quand il était ministre de l'Éducation nationale, n'a pas du tout défendu la laïcité ni l'esprit des lois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est posé comme héros de la laïcité, sauf qu'il a fait quoi ? Il a soutenu un séparatisme scolaire en soutenant considérablement l'enseignement privé confessionnel, sans que celui-ci n'ait à prendre sa part pour la mixité sociale, ou même sans que celui-ci ne soit véritablement contrôlé pour assurer un véritable accueil de tous les publics, y compris normalement en respect de la loi de 1959 de Debré. Ensuite, c'est quelqu'un qui a, sous sa mandature, si je puis dire, a vu baisser, a fait chuter les formations à la laïcité des enseignants, qui ne pouvaient pas être remplacés devant leur classe pour suivre ces formations. C'est aussi sous son ministère qu'a été bloqué l'enseignement laïque des faits religieux des grands courants de pensée, alors que les enseignants sont très souvent interpellés sur la question religieuse. Et donc, alors qu'on essayait de leur fournir des outils là-dessus, ça a été bloqué également par Jean-Michel Blanquer. Autre chose, un grand plan national avait été lancé de mixité scolaire au collège, avec Najat Vallaud-Belkacem à l'époque et l'Observatoire de la laïcité, qui a abouti à de très bons résultats, c'est-à-dire qu'on a donc recréé de la mixité sociale dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? À partir du moment où les publics scolaires ne sont plus homogènes, vous n'avez pas de repli, vous avez au contraire une chute totale des atteintes, de ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité. Qu'a fait Jean-Michel Blanquer ? Il a stoppé l'expérimentation. Mais au-delà de Jean-Michel Blanquer, les tenants de ce courant, puisqu'il s'inscrit dans un courant plus large, pour vous, est-ce que vous pensez comme Jérôme Guette qu'il faut travailler avec tout le monde au nom du fait d'avancer Encore faudrait-il qu'il soit sincère. C'est-à-dire que beaucoup de ces personnes-là n'assument pas le fait qu'ils sont contre la loi de 1905. La vérité, c'est qu'ils, dans leurs applications, dans leur interprétation de la laïcité, de fait, ils ne sont pas favorables à la loi de 1905 et à la séparation des églises et de l'État avec la neutralité de la seule administration publique et de tous ses représentants. Ils sont favorables à une forme beaucoup plus large de neutralisation et effectivement à une utilisation de la laïcité comme une forme de bouclier d'une majorité face à des minorités. À partir de là, s'ils l'assument, pas de problème, on peut en débattre et dire voilà, moi je suis pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi je suis favorable à la loi de 1905. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils affirment être de vrais laïcs et nous des faux laïcs. Ils n'ont
jamais été en capacité, mais jamais, de mettre en défaut une seule fois l'Observatoire de la laïcité, qui était par ailleurs, je le rappelle, pluraliste dans sa composition. Jamais. Donc en réalité, ils savent que nous étions parfaitement en conformité au droit et à la loi de 1905 en particulier. Eux, en revanche, ont toujours été dans une logique d'une nouvelle laïcité, si on revient au rapport Barouin de 2003, qui, lui, assumait sur le coup de vouloir une nouvelle laïcité, une laïcité qui n'est plus celle qui s'inscrit dans le cadre de la loi de 1905. Les propositions de loi actuelles déposées par des sénateurs ou LR ou députés sont clairement dans cette tendance-là. Une réponse de Jérôme Gage là-dessus, si vous vouliez, parce que je vous voyais réagir. Juste avant qu'on revienne à ce sujet-là. Je ne suis pas le porte-parole, loin de là, de Jean-Michel Blanquer et de son bilan au ministère de l'Éducation nationale. J'étais opposant à ce gouvernement et je pouvais avoir des points d'accord et des points de désaccord. Moi, je souscris à la singularité de la laïcité scolaire dans le débat global sur la laïcité, sur le fait qu'il y a besoin d'un outillage spécifique sur ces questions. Et vous voyez, par exemple, en termes d'outils, je trouve que le Conseil des sages de la laïcité a joué un rôle utile dans l'irrigation et dans l'alimentation. Non, mais je vais vous dire, parce que là, on peut se faire les éléments. Le vrai drame, c'est que là, on parle de concept, de principe, et il manque singulièrement dans ce pays ce que moi j'appelle une politique publique de la laïcité, c'est-à-dire un endroit qui construit les différents outils de formation, de sensibilisation, de sanction, parce qu'il y a aussi une police des cultes et une police de la laïcité qui peut s'appliquer, et que comme il n'y a pas d'outils de cette nature-là, voilà. Je vais dire une chose comme ça, on évacue le sujet. Quand l'Observatoire de la laïcité a été supprimé en 2021, le gouvernement a pris la décision en tous les cas, il le présentait comme tel, de créer un comité interministériel de la laïcité. Moi, à l'époque, j'ai applaudi de mes deux mains, pour deux raisons. D'abord parce que je vous en ai voulu, on n'en a jamais parlé en ces termes, mais j'en ai voulu à l'Observatoire de la laïcité comme outil de politique publique, comme premier outil de politique publique qui a été créé, de ne pas avoir réussi sur le fond sur le fond, le travail était utile, mais je trouve que son irruption dans le débat public, souvent maladroite, non, mais je le dis, moi j'ai été haut fonctionnaire. Vous pouvez résumer, s'il vous plaît, parce qu'on a envie d'aborder beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion avec Nicolas Cadenne de le dire en ces termes. Un haut fonctionnaire, ça ne tweete pas. Un haut fonctionnaire, ça ne signe pas des pétitions avec des acteurs à ce type. J'ai été dans ce rôle. J'ai dirigé une structure de lutte contre les discriminations et moi, j'étais rattaché à une politique publique. Ce n'était pas une autorité administrative indépendante. C'est un outil de politique publique et je vous en veux de l'avoir d'une certaine manière à ce point fragilisé par des prises de position personnelles qui fait que le résultat après, et moi je ne regarde pas dans le rétroviseur, le résultat c'est que le gouvernement qui a supprimé l'Observatoire a dit je crée un comité interministériel et le comité interministériel a été totalement oublié, totalement abandonné. Donc regardons devant plutôt. Il me faut répondre là-dessus parce que d'une part les tweets de l'Observatoire ou de Jean-Luc Bianco ou moi-même ou d'autres membres c'était pour rappeler nos avis et la position de l'Observatoire qui a toujours été en conformité avec le droit. Et vous étiez par ailleurs virulemment attaqué. Et j'ai été attaqué, j'ai reçu des menaces de mort pour un simple rappel du droit. Jamais, justement, je le répète, on a été mis en défaut sur notre rappel du droit. Jamais. Ensuite, sur le Conseil des sages qui aurait été installé et qui aurait été très bien, je rappelle juste comme ça pour info, le Conseil des sages a fait quoi? A fait un vade-mecum sur la laïcité. Qui c'est qui l'a corrigé, ce vade-mecum sur la laïcité? C'est moi. Parce qu'il était rempli d'erreurs de droit. Voilà. Alors, j'ai pas de copyright, j'ai pas marqué mon nom dessus, mais il était rempli d'erreurs de droit. Pourquoi? Parce qu'on a des idéologues au sein de ces instances. La laïcité, c'est pas quelque chose à idéologiser. C'est quelque chose qui doit être conforme à notre principe républicain qui organise la vie en société, qui sépare les cultes de l'État, etc. Dans l'Observatoire, nous étions pluralistes. Tous nos avis, quasiment tous, ont été adoptés à l'unanimité, alors qu'il y avait des représentants de l'opposition comme de la majorité en même nombre, et des hauts fonctionnaires représentant toutes les administrations concernées. Et tous nos avis étaient adoptés à l'unanimité. Pourtant, elle a été attaquée par effectivement un groupuscule, il faut dire ce qui n'assumait pas son désaccord avec la loi de 1905, et donc refusait que l'Observatoire puisse faire garde-fou contre des lois d'émotion qui étaient déposées à cette époque-là pour étendre toujours plus loin la neutralisation. Nicolas, quand on fait garde-fou dans le débat public, c'est quand on est saisi, sollicité. On ne fait pas garde-fou. Mais on était saisi, sollicité. Mais je vais dire un truc. On nomme les choses.
d'accord ou pas d'accord avec Elisabeth Badinter, un haut fonctionnaire ne commande pas une prise de parole d'une personne dans le débat public. Ce n'est pas son rôle. Vous vous êtes délégitimé à ce moment-là. Non. Si vous étiez saisi par le ministère, par vos autorités à l'intérieur, mais à ce moment-là, vous êtes devenu un acteur du débat public et pas le rôle de magistère moral et de neutralité. Voilà, c'est tout. Et moi, je vous en veux le droit. Mais vous n'avez pas rappelé le droit. Donc à chaque fois que quelqu'un s'exprime, on nous demandait de rappeler le droit. Excusez-moi, on ne peut pas parler le tous en droit même quand on temps, est saisi sinon par les gens qui nous vous allez suivent sur Twitter pas commenter toutes les propositions des uns et des autres. C'est compliqué de passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Jérôme Gaël, Nicolas Cadenne, s'il vous plaît. Je veux dire, c'était une faute professionnelle. C'était une faute professionnelle. Donc aujourd'hui, les instances, il n'y a aucune instance sur les réseaux sociaux. Toutes les instances qui commentent l'actualité. Non. Donnez-moi une autorité administrative indépendante qui commente les actualités des uns et des autres. L'Observatoire n'est jamais même une autorité publique. Mais le défenseur des droits a des déclarations sur les réseaux. Je vois pas le problème. Après une interview d'une personne sur France Inter le matin, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est pas l'Observatoire qui a réagi à C'est Nicolas Cadenne. Pardon, mais quand on est un haut fonctionnaire, il y a un devoir de réserve. C'est une faute politique et professionnelle. On a bien compris là qu'il y avait un point de désaccord. Mais je vous en veux parce que votre boulot était intéressant. Alors moi, j'en veux beaucoup plus. Et vous avez gâché votre boulot. Votre boulot était intéressant. Il faut absolument vous arrêter parce que là, nos parlementaires qui n'ont pas soutenu l'action qui était reconnue par tous les acteurs de terrain de l'Observatoire de la laïcité. Messieurs, je crois qu'on voulait... Et qui a été abandonné alors que c'était un garde-fou essentiel pour les acteurs de terrain. Malheureusement, là, nos auditeurs, enfin les gens qui nous suivent ne comprennent rien parce que à la fois vous parlez d'une polémique qui remonte un petit peu, donc les gens n'ont pas forcément le contexte, et de surcroît vous parlez l'un en même temps que l'autre, ce qui n'est pas possible parce que on ne comprend rien à l'écran. Voilà. Donc bon, peut-être juste un petit point de contexte sur cet échange qui vient de se passer, Cyprien. Si vous n'avez pas compris, je pense que donc l'Observatoire avait été attaqué pour des prises de position effectivement faites publiquement sur des rappels à la laïcité, et notamment il y avait Marlène Schiappa, je crois à l'époque, notamment vous en voulez, Jean-Michel Blanquer, enfin il y a le gouvernement a fini par liquider l'Observatoire de la laïcité, je pense qu'on peut le dire comme ça, pour des positions avec qui il est en désaccord. En gros, vous accusez d'avoir une vision de la laïcité trop lâche. C'était le droit. Vous défendiez le droit, enfin vous disiez que c'était le droit. Mais justement, je pense que c'est nos travaux ont été repris par les plus hautes juridictions. Ce débat qui n'est pas un débat uniquement sur l'Observatoire de la laïcité, mais sur la question de la laïcité, je pense qu'on peut passer justement à des cas concrets et à la question notamment des instrumentalisations ou de la question de l'extension aussi du domaine de la laïcité dans la loi. Et pour ça, parce qu'on le voit, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, effectivement, il y a des instrumentalisations qui dépassent le cadre que pose la loi de 1905, avec un corollaire, c'est la question de la discrimination. Dans une enquête publiée jeudi dernier, la défenseure des droits pointe que 7% des personnes interrogées déclarent avoir subi une discrimination religieuse au cours des 5 dernières années, mais ce chiffre monte à 34% chez les personnes musulmanes ou perçues comme telles, et 38% parmi les femmes musulmanes. Voilées, évidemment. Quand elles portent le voile. Ouais. Tout à fait, quand elle porte le voile. Et justement, on voulait aller sur la question qui est une question qui cristallise le débat sur la laïcité, sans l'épuiser évidemment, la question du voile, notamment à partir de l'affaire de Creil, donc en 89, ça commence à arriver dans le débat public en France. Il y a une date importante, c'est 2004, donc c'est la loi sur le voile, les signes religieux ostentatoires à l'école. Date importante parce qu'elle infléchit, en tout cas elle étend elle modifie, on va dire, le principe de 1905 qui était celui de la neutralité qui était uniquement imposé aux agents de l'État. Or, pour la première fois en 2004, on décide de dire que les usagers du service public, en l'occurrence des élèves, notamment parce qu'ils sont mineurs au nom de cela, eux aussi seront soumis à la question de la neutralité religieuse. Et on sent que depuis 2004, il y a des gens qui veulent, notamment à droite et à l'extrême droite, qui veulent encore pousser ce principe-là en disant il faut aussi que ce soit l'université, il faut aussi que ce soit le burkini, il faut aussi que ce soit la baya. Donc la question c'est, est-ce qu'on n'a pas une encoche là dans le principe de neutralité qu'on peut étendre en fait on peut l'étendre de plus en plus pour bannir en fait le voile de l'espace public. En tout cas, on sent que c'est pour certains le but recherché. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une encoche finalement en 1905 avec 2004, même si les raisons, ça pouvait tout à fait justifier cette loi, mais depuis on sent que la neutralité, on veut l'étendre un peu plus et encore mordre dans l'espace public. Mais je ne comprends pas votre question. Vous pensez qu'il faut revenir sur la loi de 2004 ? Non, c'est pas la question. La question, c'est où est-ce qu'on arrête le principe de neutralité, en fait ? À un moment donné, le législateur, après le travail de la commission Stasi, a estimé que face à une situation, et c'est aussi la plasticité et la mouvance. Moi, je suis attaché au droit de 1905, mais après, il y a pu y avoir des évolutions législatives qui répondaient, alors pas stricto sensu. La loi de 2004, elle n'a pas modifié la loi de 1905. Elle a
appliquer le principe, en effet, de la neutralité des usagers du service public que sont les élèves, parce qu'ils sont mineurs, au nom de la construction de leur libre arbitre, de leur émancipation individuelle et, ce faisant, collective, de la construction de leur propre jugement, en dehors, là, pour le coup, d'un principe qui est au cœur de la loi de 1905, qui est le refus de la pression. Voilà. Et pour moi, c'est extrêmement important, on l'oublie trop souvent. La loi de 1905, c'est la liberté de croire et de ne pas croire sans pression. Parce que vous avez à juste titre mentionné les instrumentalisations qui peuvent exister sur une partie de l'échiquier politique. Il ne faut pas non plus être hémiplégique et ne pas voir qu'il y a une contestation du principe même de la loi de 1905 et de ses prolongements, si j'ose dire, comme est la loi de 2004, de certains qui considèrent que ces lois-là sont, pour reprendre les termes du défenseur des droits, en tous les cas du combat qu'elle mène fort légitimement, sont des mesures de discrimination religieuse, attentatoires à ma liberté de conscience, parce qu'on me prive de ma liberté de conscience à l'intérieur, en tous les cas de mon libre exercice du culte, à l'intérieur de l'espace scolaire. Mais oui, le législateur, il a estimé pertinent et nécessaire de dire que du fait de la minorité des personnes qui y sont là, et du cadre de l'éducation, de la neutralité qui doit s'y déployer, et de la construction, encore une fois, de ce libre arbitre, c'était adapté. Donc moi, je pense qu'on est sur une ligne de crête, où ceux, en effet, qui peuvent avoir, en effet, cette instrumentalisation de la laïcité pour en faire le bouclier je reprends l'expression qui vient d'être utilisée, d'une majorité face à une minorité, et ce n'est pas l'objectif de la loi de 1905, mais il faut aussi avoir la lucidité de voir que des minorités religieuses, qui d'ailleurs traversent toutes les religions, alors qui s'expriment avec plus ou moins de force selon les religions, continuent à penser que la loi de 1905 ou que la loi de 2004, eh bien, c'est attentatoire, c'est discriminatoire. Et ça, je les combattrai toujours. Est-ce que vous partagez ce constat et par ailleurs, la question initiale, jusqu'où on va dans cette neutralité imposée à l'école? Alors, la loi de 2004, elle n'impose pas la neutralité des usagers, je reviens là-dessus, elle impose la discrétion aux usagers. C'est pas pareil, parce qu'effectivement, c'est pas l'extension de la loi de 1905. Oui, c'est pas la neutralité complète. Ouais. On leur demande d'être discrets, de ne pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse, effectivement, parce qu'il a été jugé par le législateur, en effet, que dans cet espace de construction de la citoyenneté, et parce qu'ils acquièrent il faut qu'ils acquièrent la possibilité de leur liberté de ton eux-mêmes et de leur esprit critique, en fait, sans aucune influence excessive. Donc, on leur demande d'être discrets sur ce type d'appartenance. Après, il faut quand même rappeler, alors pour répondre d'abord à la question, évidemment qu'en revanche, ce sont les débats qui ont entouré la loi qui ont pu créer de la confusion. Ça, c'est sûr. Beaucoup, en effet, avaient une volonté d'aller beaucoup plus loin encore, et beaucoup se servent maintenant de cette loi pour justifier une neutralité qui va bien au-delà, en oubliant donc que c'est une discrétion qui est demandée, que c'est parce que c'est en phase d'apprentissage des bases du savoir, et donc certains veulent l'étendre à des adultes, à des parents, aux universités, aux étudiantes, alors que là, ça n'a rien à voir. On a affaire à des personnes majeures qui ont acquis les bases du savoir. Notamment de propositions de loi comme celle de Laurent Wauquiez, ou du voilà, rapport donc là, sénatorial LR. Ça n'a aucun sens de s'appuyer sur la loi de 2004 pour justifier ce type de nouvelle loi, et c'est bien la preuve qu'ils méconnaissent cette loi de 2004. La commission Stasi elle-même rappelait qu'elle n'avait aucun sens à être appliquée au-delà, pour des majeurs. Mais il faut aussi rappeler ce que disait la commission Stasi. Elle rappelait justement une chose très importante, que pour véritablement lutter contre des replis communautaires qu'on pouvait constater dans les écoles ou quoi, il fallait lutter contre l'absence de mixité des publics scolaires et l'absence d'homogénéité des publics, des populations. Il fallait aussi lutter contre toutes les discriminations pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'exclusion de la société commune. Et donc, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'en fait, maintenant, enfin, quand on parle de laïcité, on ne soit pas que sur des interdits qui sont en réalité des mesures de lâcheté, on soit et qui sont complètement liberticides, on soit sur des mesures qui s'attaquent aux causes des replis, aux causes des difficultés. Qu'est-ce qui est liberticide dans la laïcité ? Ben là, aujourd'hui, non. Moi, je parle de ceux qui veulent de nouvelles lois, qui veulent toujours étendre plus loin la neutralité. Et ça, c'est liberticide, profondément liberticide. Donc, je ne suis pas pour... Même concernant les mineurs, parce qu'on voit que ça fait partie de l'argument avancé, notamment dans la proposition de Laurent Wauquiez, puisqu'il parle donc, à 16 ans, on va interdire des jeunes de porter le voile ou la kippa. Enfin, là, visiblement, eux, ils ciblent qu'un signe religieux, évidemment. Donc, on rompt le principe d'égalité, alors que la laïcité rappelle justement que tout le monde doit être traité de la même manière, avec le même droit, quelle que soit son appartenance religieuse. Or, ils rompent
ce principe d'égalité porté par la laïcité en ciblant une seule religion, c'est pire que tout. Et ensuite, évidemment, que dans l'espace commun, quand on n'est pas dans cette phase d'apprentissage des bases du savoir, on ne peut pas comme ça devenir une police vestimentaire. La laïcité n'a jamais été cela, et la laïcité n'est pas un outil d'ordre moral. Et là, effectivement, on a de leur part une volonté d'utiliser la laïcité comme un outil d'ordre moral. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a une autorité parentale. On sait très bien que l'autorité parentale, elle n'a pas tous les droits. C'est-à-dire que lorsqu'il y a pression, lorsqu'il y a sanction, lorsqu'il y a menace, même sur leurs enfants, ils peuvent être sanctionnés. Le problème, là encore, c'est quoi? C'est qu'il faut encore faut-il qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait une certitude du bien-être des enfants. Donc, il faut donner les moyens aux services sociaux, à l'ASE. Qu'est-ce que fait la droite là-dessus? Quand je les ai interrogés, ils ne font rien. Au contraire, ils enlèvent les moyens. Une fois de plus, ils sont dans des mesures cosmétiques qui sont liberticides, parce que si vous interdisez des choses de cet ordre demain sans raison objective, vous ouvrez la porte à des interdictions de toute opinion devenue minoritaire, donc c'est extrêmement dangereux. Mais en plus, ils ne vont pas du tout traiter les causes des problèmes. Donc en fait, c'est une instrumentalisation évidente de la laïcité à des fins d'exclusion et de stigmatisation. Donc c'est totalement contre-productif, en plus d'être diviseur. Cette question, vous allez pouvoir répondre, mais elle s'invite dans plein d'espaces. Là, on évoquait les propositions de loi pour interdire aux mineurs. Alors ça concerne le voile, ça concerne aussi le ramadan par ailleurs dans les textes LR. Mais c'est une question qui s'est aussi invitée sur les terrains sportifs. D'ailleurs, Jérôme Guedj, vous disiez le 18 mars dernier sur Sud Radio, vous aviez déclaré ça, on vous écoute. Il faut interdire le port du voile dans les compétitions sportives, a dit ce matin Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord ou pas? En compétition, moi je pense que à ce moment-là, il faut qu'il y ait une règle de neutralité sur les terrains, sur les terrains sportifs. De port du voile. En tous les cas, il faut qu'on donne les moyens juridiques aux fédérations sportives d'appliquer et de faire appliquer ce qui paraît un principe donc, interdiction de port du voile. D'un principe de rassemblement autour du sport, et ça concerne évidemment l'ensemble des signes religieux ostensibles. C'est un moment je le redis, de concorde, de pratique en commun, et on n'y vient pas chacun avec son identité, qu'elle soit politique ou qu'elle soit religieuse, sur un terrain de sport. Alors là, du coup, est évoquée effectivement cette interdiction des signes religieux ostensibles, de la même façon un petit peu qu'à l'école. Mais si on considère la question du sport, est-ce que ces interdictions, où est souvent évoquée la question de la sécurité, par exemple aussi, est-ce qu'on reste dans le cadre pour vous de la question de la laïcité? Justement pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas un sujet de laïcité. Ça n'emprunte pas l'esprit et la lettre de la loi de 1905. Pas plus que quand une entreprise réglemente en application de la loi de 2016 dans son règlement intérieur des principes, ça n'a pas à voir avec la laïcité. Par contre, je mets sur la table, comme d'autres, sur votre plateau où c'est un micro comparable, c'est l'occasion pour moi d'exprimer tout mon soutien à Cécile Cukierman qui, pour avoir dit à peu près la même chose, s'est faite par d'autres complètement houspille en disant mais tout ça est attentatoire, discriminatoire, quasi islamophobe, qui est le mot qui vient tout de suite immédiatement dès qu'on pose le débat sur les endroits où on ne vient pas comme on est. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne vient pas tout à fait comme on est. Je n'ai pas de problème sur l'entraînement, etc. Mais dans une compétition sportive, je n'ai pas envie en face de moi que quelqu'un vienne avec un t-shirt avec une croix celtique ou avec un badge avec une croix celtique, signe politique. Je n'ai pas envie que quelqu'un vienne avec un signe religieux et je n'ai pas envie que quelqu'un vienne avec un signe philosophique. À cet endroit-là, je pense que quand on est dans la confrontation entre équipes, on a assez de raisons bienveillante d'être dans l'émulation, la compétition sportive, le dépassement de soi, pour être très clair, dire en quoi le fait de, par exemple, d'avoir une joueuse qui serait voilée, par exemple, sur un terrain de foot ou une compétition sportive, ou d'avoir un joueur qui porte des croix comme Olivier Giroud qui fait signe de croix à chaque fois qu'il marque un but, en quoi ça brise la concorde du sport? Pourquoi ça diviserait en fait forcément? Et si quelqu'un vient avec une croix celtique ou un signe d'extrême droite sur le terrain de sport? Il y en a qui portent des tatouages celtiques. Non, mais je vous pose la question. Je veux dire, moi, c'est à ce moment-là... Il y a certains signes d'extrême droite qui sont interdits. Qui sont interdits par la loi, mais je veux dire, ou par un signe d'appartenance. Si vous venez avec quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas moi, avec un logo du MEDEF ou un logo de la CGT sur une compétition sportive, vous diriez, mais il n'a pas à manifester son appartenance syndicale, politique ou religieuse sur le terrain. C'est l'application de la charte olympique, l'article 50 de la charte olympique. Et moi, on parlait de discrétion, et je pense qu'il y a des endroits où la discrétion, qui n'est pas, encore une fois, c'est pas une interdiction générale et absolue. Encore une fois, moi, l'idée, c'est que j'essaye de préserver des espaces où il y a d'autres raisons que
que celui de l'affirmation de son identité. Moi, l'identité qui m'intéresse dans une compétition sportive, c'est mon club sportif. Voilà. C'est le club que je défends. Voilà. En fait, le truc, c'est... Enfin, moi, je voudrais bien y revenir, parce qu'effectivement, même si c'est pas au nom de la laïcité, il n'empêche que les gens le font au nom de la laïcité. Et la proposition de loi en question au Sénat, elle a été faite au nom de la laïcité. Et ça, c'est le premier problème, c'est que c'est écrit au nom de la laïcité. On interdit dans le sport tout signe, tout ce qui pourrait être perçu comme un signe religieux ostensible. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter? Vous dites c'est le premier problème. Quel est le problème? Le premier problème, c'est que c'est dit au nom de la laïcité, alors que ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, on l'a dit, c'est la neutralité uniquement de l'administration. Ensuite, deuxième problème, c'est qu'en réalité, attention, les fédérations sont déjà en capacité de réglementer les tenues dans le sport. Il n'y a pas besoin de faire une loi d'émotion là-dessus, parce que ça, c'est la porte ouverte à justement des interdits qui deviendraient liberticides. Les fédérations peuvent déjà, et elles le font, réglementer leur tenue pour être en conformité avec les règles du jeu, avec les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que si le risque, quand vous dites on va aller plus loin, on va imposer une neutralité absolue sur le terrain de sport, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qui peut être perçu comme religieux va être interdit, même si c'est parfaitement conforme comme accessoire à la tenue réglementaire. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez des clubs de rugby, c'est quand même ahurissant, qui interdisent à des femmes de porter le casque de sécurité que vont porter des hommes parce que ça pourrait être vu comme un voile. Ça devient absurde. Donc, c'est juste l'absurdité du moment. On est dans des lois d'émotion qui ne servent à rien et qui, au contraire, créent de la division et de la stigmatisation, puisqu'effectivement, là encore, sont ciblées essentiellement les femmes musulmanes qui portent un foulard. Alors qu'on peut déjà réglementer, dès lors qu'il s'agit d'avoir une tenue adaptée à la compétition, etc., le faire. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des critères subjectifs pour finalement interdire ce qui ne plaît pas. Dans un état de droit, on n'interdit pas ce qui ne plaît pas individuellement. On interdit ce qui trouble objectivement l'ordre public, ce qui est imposé à autrui contre son gré. Là, en l'occurrence, on a déjà des règles qui permettent d'être en parfaite conformité de sécurité, d'hygiène et de tenue réglementaire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, aucun autre pays ne le fait. Je ne vois pas pourquoi nous, on le ferait. Aucun autre pays au monde ne le fait. Et pourtant, il y a d'autres pays où ils font du foot et du sport. On n'est pas le seul pays à faire du sport. Alors, sur cette question, deux petites choses. D'abord, vous parliez de signes autres que religieux sur les terrains de sport. On a vu à travers l'histoire aussi, comme ces athlètes qui ont posé genoux à terre pour lutter, pour dénoncer les morts de la police aux États-Unis, etc. Le sport est politique. Voilà, il y a des expressions politiques dans le sport, de fait. Et par ailleurs, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que là, vous ne l'avez pas employé, mais il y a aussi un argument d'en faire un terrain d'émancipation au nom de valeurs féministes qui imposeraient cette neutralité. Mais est-ce que dans ces cas-là, le remède ne consiste pas à, au nom de l'émancipation, mettre de côté, exclure, alors que justement ça pourrait être un terrain d'émancipation. Je comprends parfaitement votre question, c'est celle que j'évoquais au tout début dans mon propos liminaire, qui est de dire je ne crois pas que l'outil du droit et de l'interdiction générale et absolue soit le bon, parce qu'en effet, il peut renvoyer aux marges de la société dans un repli communautaire encore plus grand. Mais pour autant, je le dis, je ne suis pas pour être dans le déni, l'édulcoration d'un phénomène qui est celui de l'invisibilisation du corps de la femme. Enfin, je pense qu'autour de la table, on est tous des défenseurs de l'égalité femmes-hommes et que toutes les religions, tous les dogmes, quels qu'ils soient, ils ont en commun de ne pas aimer les femmes. Et leur donner le point, leur donner une forme de légitimité, de validation, parce qu'on se refuserait à traiter le sujet. Encore une fois, je ne le traite pas par l'interdiction, par le droit. Je le traite par la question de l'éducation populaire, de la présence des services publics, de l'éducation tout court, de la lutte contre les discriminations. Moi, j'ai toujours dit que le pendant d'une politique de la laïcité, c'est un sujet qui est distinct mais qui est complémentaire, c'est la lutte contre les discriminations. Et qu'on avance dans la concorde nationale si on met réellement les deux. Mais moi, je veux pas qu'on ait cette espèce d'angélisme qui consiste à dire qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. Et je vais vous le dire d'un mot, la laïcité, elle protège les musulmans de France et elle combat les islamistes. Et que j'ai aucune sympathie pour les islamistes, c'est-à-dire pour tous ceux islamistes ou intégristes. Chaque femme qui porte le voile est soumise à des islamistes, non, c'est ça ? Attendez, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que tous les intégrismes religieux qui ont cette espèce d'ambition de substituer leur dogme religieux à la loi de la République. Moi, j'en reviens aux fondamentaux d'Aristide Briand. La loi protège la foi
aussi longtemps que la foi ne prétend pas faire la loi. Et donc, moi, quand j'ai des religions, mais je l'ai tous les cultes, quand je légifère, moi, en ce moment, sur la fin de vie et sur l'aide active à mourir, j'ai en face de moi des acteurs religieux, et les 3 monothéismes sont assez alignés pour me dire, à moi, législateur, ah ben non, là, vous allez trop loin, etc. Ils ont le droit de l'exprimer dans le débat public. Mais par contre, je conteste le moment où il y aura des gens qui viendront dire que cette loi, ça va pas, l'empêcher de la pratiquer, de la même manière qu'à une époque, certains sur le mariage pour tous, ou de la même manière, certains aujourd'hui, ou l'avortement aussi. Ou sur l'avortement, etc. Donc, je veux dire, ce combat-là, il n'a pas disparu. Et donc, je vous redis, puisqu'on parle quand même d'un pays qui, ces dernières années, on parlait du voile sur les terrains de sport, oui. on ne parlait pas de soumission absolue des femmes nécessairement, puisque... Mais vous savez, c'est la lecture que vous faites. Si vous dites que le port du voile n'est pas un signe de soumission, moi, c'est ma perception. Comme je pense que le port d'une... L'étape suivante, même si on considère cela, pour vous, la solution, c'est d'empêcher les femmes concernées d'accéder à des espaces d'émancipation comme peuvent être le sport. Je ne lui ai pas interdit de s'inscrire dans sa fédération sportive, à l'entraînement de porter avec les gens qui ont l'habitude, qui la connaissent. Dans ce moment-là de la confrontation sportive, voilà, compétition nationale, internationale ou compétition organisée, je dis juste que si cet espace-là peut aussi être l'espace de la discrétion dans lequel on ne vient pas ajouter des motifs d'affirmation identitaire. La seule qui m'intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'appartenance. Est-ce que je suis stéphanois ou lyonnais? Est-ce que je suis... Juste un mot sur ce sujet-là, Nicolas Cadenne. Ensuite, on passera au thème quand même suivant, que là, à l'inverse, de ce qu'on peut penser, c'est pas du tout des personnes qui portent des voiles, des longs voiles ou quoi que ce soit. C'est des accessoires qui peuvent être vus comme des voiles. Donc en fait, c'est pas une affirmation de la religion, puisqu'en fait, c'est des accessoires qui pourraient être portés pour d'autres raisons. C'est quelque chose qu'on pourrait porter parce qu'on a froid ou j'en sais rien. C'est pas forcément, c'est évidemment pas le voile long qui de toute façon va être interdit pour des raisons de sécurité, etc. Donc on parle bien d'accessoires en fait, donc faisons attention à ça. Et effectivement, pour moi, on ne peut pas dériver sur l'islamisme parce que les raisons du porte-voile c'est polysémique. Je sais bien. Voilà, mais par contre, Benziaté n'est pas islamiste quand elle va dans les collèges pour lutter contre le radicalisme. Évidemment donc c'est complexe. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut avoir quand même l'absence de naïveté qui s'appelle la lucidité, de voir. Quand j'ai des acteurs qui, dans le débat public, expliquent que les lois de 2004 ou de 1905 sont des lois discriminatoires ou islamophobes, ceux-là, ils me posent problème. Justement, je voulais répondre là-dessus aussi. C'est-à-dire que... Une réponse très courte, parce qu'on a encore pas mal de franchement, l'Observatoire n'a jamais été angélique, typiquement. Nous, on a mis en place des choses que n'avaient pas mis du tout nos détracteurs sur les formations obligatoires à la laïcité pour les aumôniers, pour les ministres du culte venus de l'étranger, etc. Mais aussi, par exemple, pour une circulaire du Premier ministre qui rappelle tous les procureurs sur tous les outils juridiques qui permettent de sanctionner les atteintes à la laïcité, notamment l'article 31 de la loi, etc. Donc là-dessus, on est très clair. Mais l'angélisme, c'est ceux qui ne s'attaquent pas aux causes des problèmes, aux causes notamment des replis, qui préfèrent faire des interdits sparadrap qui ne servent à rien, qui vont effectivement, comme vous l'avez dit, renvoyer ces femmes dans une communauté d'appartenance encore plus repliée, plutôt que de lutter aux causes des replis, donc pour que le service public soit égalitaire partout, que tout le monde ait accès aux droits, y compris ces femmes, et que tout le monde puisse travailler et faire du sport ensemble. Par exemple, je disais à la FFF déjà à l'époque de l'Observatoire, pourquoi vous continuez de faire des clubs de quartier contre quartier? Ça n'a pas de sens. Il faut mélanger les clubs, il faut mélanger les publics partout, à l'école, dans l'habitat, dans les clubs. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas du tout ce que défendent ces personnes qui veulent pour autant interdire toujours plus. Mais je rebondis sur l'argument de la mixité appliquée à un autre endroit. C'est l'occasion de citer mon ami sénateur communiste Pierre Ouzoulias, qui, sur la question de la mixité scolaire et éviter le séparatisme scolaire, pour prendre à front renversé, notamment au Sénat, les défenseurs de droite qui disent qu'il faut appliquer la laïcité de manière intransigeante, il leur dit mais alors pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la loi de 2004 aux établissements confessionnels? Vous m'offrez ma transition. C'est tant bien. Oui, je voulais justement vous poser une question sur l'enseignement privé et religieux surtout, parce que là on sent que le débat une partie du débat sur la laïcité, pas forcément sur ce plateau, mais même si on en a parlé, se cristallise autour de la question entre islam et république, et pas sur les cultes en général. Et justement, il y a un chantier que la gauche me semble avoir un peu déserté, c'est celui de l'enseignement privé en général. On se souvient de la loi Savary et des grandes manifestations du service public unifié de l'éducation nationale. Et des grands manifs de droite contre ça pour défendre l'enseignement privé. Pourquoi la gauche est un peu déserté ce terrain de lutter contre l'enseignement privé, qu'il soit catholique ou musulman d'ailleurs?
Mais il y a plein de terrains qui ont été abandonnés. D'abord, la laïcité elle-même a été abandonnée dans l'identité de la gauche, et puis une série de ces combats. Je vais lui dire un truc, il va pas me faire des amis. Moi, je suis pas favorable au régime concordataire, par exemple, qui est un des éléments qui s'applique en Alsace. qui s'applique en Alsace, qui est un des éléments du compromis. Je n'aime pas le terme, beaucoup ne l'aiment pas, de la loi de 1905, mais qui était voilà. Bon, sauf qu'il y a un principe de réalité politique. Et à l'instant T, je ne vais pas dire, écoutez, je vais lancer la baston sur revenir sur le régime concordataire. Même chose sur la loi Debré de 1959 et ses prolongements. Par contre... Juste la loi de Debré, c'est la loi qui rétablit la subvention publique des mais par contre, que par touche... Vous voyez, par exemple, c'est une proposition que la gauche, pour le coup, défendait, qui est de dire il faut que les établissements privés sous contrat participent à la mixité scolaire en étant assujettis à la carte scolaire, pour ne pas être, je dirais, l'objet d'évitement justement de la carte scolaire pour des raisons sociales principalement, voire de refus d'être en classe avec ceux qu'on n'aime pas, etc. Faisons ça. Voilà. Je veux dire, faisons-les davantage rentrer dans le droit commun de l'éducation nationale, et à terme... Je sais que c'est toujours inflammable quand on dit ça. Voilà, moi, je ne suis pas un fan du financement public des écoles privées sous contrat, mais je suis dans le principe de réalité. À cet instant T, on ne va pas refaire, quand aujourd'hui, il y a presque 20% des élèves qui sont dans l'enseignement privé, je ne vais pas le faire sur un claquement de doigts, le retour en arrière. Donc, je préfère conditionner le versement de ces subventions à la participation à la carte scolaire. Pourquoi pas, y compris de dire, vous êtes des lieux, puisque vous participez du service public de l'éducation, et qu'il y a une loi qui est contre le port des signes religieux ostentatoires à l'école, pourquoi est-ce qu'elle ne s'applique pas chez vous? Alors on me rétorque évidemment le caractère propre, etc. Mais il peut s'exprimer le caractère propre à d'autres moments que le temps scolaire premier. Donc, encore une fois, je suis d'accord là avec Nicolas, c'est le droit commun de la lutte contre les discriminations, de la ségrégation spatiale, qui est souvent aussi une ségrégation raciale dans beaucoup de quartiers. Moi, je les connais dans l'Essonne d'où je suis élu. Et c'est cette baston-là, et je suis d'accord, plutôt que se focaliser sur l'outil laïcité. Alors... Mais, je ne veux pas pour autant qu'on perde de vue qu'il y a aussi des ingénieurs du chaos, des ingénieurs de la contestation du principe républicain de notre pays, des gens qui pensent, toute religion confondue, mais il s'avère que ce pays, ces dernières années, il a été attaqué par l'islamisme comme jamais il ne l'a été attaqué, et que donc je peux pouvoir être intransigeant et utiliser la laïcité contre l'islamisme ou tous les autres intégrismes, et dans le même temps dire qu'il protège tous les fidèles, tous les croyants, dès l'instant où il y a ce respect du principe de séparation et de non-ingérence du religieux dans le fait politique. On voit quand même aussi une montée, malheureusement, ces dernières années, de cet intégrisme, notamment issu de l'extrême droite. Mais évidemment, mais je vous dis, les deux existent. Oui. Mais justement, vous parliez de contrôle accru, etc. Est-ce que Nicolas Cadel n'en a pas aujourd'hui aussi un problème avec ces contrôles, quand on voit ce qui s'est passé, si on met en regard l'affaire du lycée Averroès, par exemple, où le préfet avait retiré son contrat avant qu'il soit rétabli par la justice, et un lycée comme Stanislas qui a fait l'objet de plusieurs rapports, etc., mais qui continue de bénéficier de subventions publiques. Bien sûr. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit déjà, il ne faut pas confondre islamisme et islam, à mon sens, on est d'accord. J'ai bien mis la différence. Et j'ai dit la laïcité protège les musulmans et combat les islamistes. Voilà. Et sur l'ingérence, effectivement, il y a des ingérences, y compris étrangères, pour renforcer un certain rigorisme islamiste. Ça, c'est évident, ça on le connaît. Mais là encore, ça fait longtemps, l'Observatoire le disait, il faut changer sa diplomatie. La diplomatie aussi face à certains pays du Golfe, où là, finalement, on laisse faire, on est très tranquille parce qu'ils financent certains pans de notre économie. Et là, c'est quand même un problème, parce qu'il y a quand même un soft power qu'il faut désamorcer. Il y a même un jeu politique entre Qatar, Émirats, etc., qu'on laisse faire. On a même un sondage dernièrement qui est un peu instrumentalisé dans cette logique-là. Donc, c'est problématique. Ensuite, sur ce que vous avez dit, oui, bien sûr, on a clairement constaté, et ça c'est un problème parce que ça fait propager, ça fait diffuser le sentiment de deux poids deux mesures. On a constaté à l'Observatoire tout un tas d'établissements scolaires privés sous contrat qui ne respectaient pas leur contrat d'association. On avait transmis cela au ministère, on n'a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de contrôle de fait, et pourtant on a vu des scandales ensuite éclater, et ce ne sont que quelques scandales par rapport à beaucoup de problèmes qui en réalité réunissent énormément d'établissements scolaires. Aujourd'hui, en effet, on a des établissements scolaires, ça a été dit, qui ne respectent pas le
contrat d'association quant à l'accueil, puisqu'ils font une sélection en fait des élèves qu'ils accueillent, et puis en plus ils délivrent finalement un enseignement qui est censé être optionnel, un enseignement confessionnel, et ils mettent en avant leur caractère propre, mais pas seulement dans l'organisation de l'école, mais carrément dans la classe. Et ça, c'est un vrai problème, le caractère propre confessionnel. Et effectivement, on a constaté que quand on a quelques établissements musulmans, ils sont tout de suite contrôlés, tout de suite mis en difficulté. En l'occurrence, vous citiez Averroès, où on a un rapporteur du Conseil d'État qui a dit qu'en fait, les critiques formulées étaient très excessives par rapport à la réalité de ce qui se passait à Averroès. Et pourtant, dans le même temps, on a eu un scandale sur des établissements, en effet, catholiques, qui, eux, n'ont pas été inquiétés, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus graves. Donc, en effet, si on veut respecter la laïcité, il faut avoir la même attitude avec tout le monde. Fermeté avec tous les établissements, quel que soit leur caractère propre, catholiques, musulmans, juifs. Le même respect de la loi et le même Mais je serais presque tenté de dire que c'est pas un sujet de laïcité, mais même si c'est connexe. Si. Non, mais tout le monde doit être traité de la même manière. Non, je sais bien, mais c'est un sujet de respect du contrat qui est donné. Et s'il n'est pas respecté, le contrat, il n'est pas lié à la laïcité. Il est lié à le respect des programmes. Et c'est quand il n'y a pas le respect des programmes qu'il y a ce problème. Typiquement, quand on fait un enseignement confessionnel. Je suis absolument d'accord. Voilà. Et puis il faut rappeler qu'effectivement, en réalité, vous avez dit rétabli, il n'y avait pas du tout de subventionnement public des établissements scolaires privés avant 59, avant les lois Marie Baranger 50-51. Pendant des années, des dizaines d'années, on ne subventionnait pas l'école publique confessionnelle. Alors par rapport à la proposition de loi du sénateur, il y a quand même un problème, c'est que, et pourtant moi je suis favorable à l'école publique laïque et tout ce qu'il y a derrière, mais c'est tout simplement que la Cour européenne des droits de l'homme avait dit que la loi 2004 pouvait être admise aussi parce qu'il y avait une alternative à cette loi, à cette interdiction. Juste pour rester sur cette idée de 2 poids 2 mesures, je voulais vous faire réagir sur un mot qu'on entend souvent dans le débat public, notamment à droite, à l'extrême droite. On a un magnéto, je crois. La laïcité ne saurait être la négation du passé. La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la France a des racines judéo-chrétiennes. Elles ne sont pas exclusives et elles ne veulent pas dire que la France se réduit à cela, mais nous avons ces racines-là. Mais ma conviction, c'est que nous avons une société, nous avons une culture, elle est judéo-chrétienne. Le creuset français, il se fait à Jérusalem, il se fait à Athènes, il se fait à Rome. Voilà, donc les racines judéo-chrétiennes de la France, on a fait un petit panachage là de ceux qui l'ont employé. On voulait vous interroger là-dessus parce qu'en fait, on voit bien le but de cette rhétorique-là, c'est de dire que finalement, dans la laïcité, il y a quand même 2 religions, ou une religion, en fonction, Sarkozy parlait que de les racines chrétiennes, qui sont plus dans l'histoire de France que l'islam, en gros, et que c'est surtout l'islam qui est concerné par la laïcité. Oui, mais ça, c'est l'expression, je sais pas, je ne veux pas schématiser, mais il y a 3 grandes tendances. Il y a ce catho-laïcisme un petit peu qui est de dire c'est un bouclier, la laïcité, de protection d'une majorité face à une minorité, ce que ça n'est évidemment pas. Il y a fort heureusement une masse silencieuse, mais très nombreuse, de Français qui sont attachés à la laïcité pour ce qu'elle est de l'élément de son identité républicaine. Et puis il y a une vision d'une laïcité, moi j'aime pas quand on y met des adjectifs, d'une laïcité ouverte qui devrait davantage se tourner vers la lutte contre les discriminations religieuses que vers le cadre collectif dans lequel nous devons pouvoir évoluer. Moi, le 2 poids 2 mesures, il est terrible quand il y a une parole publique de cette nature qui dit ces choses-là. Moi, j'étais foudrage l'année dernière, ou c'était il y a 2 ans, quand il y a eu l'allumage d'une bougie de Hanouka à l'Élysée. C'est-à-dire que même si légalement, je crois qu'il y a eu une saisine du Conseil d'État, mais l'image envoyée, il s'avère que le lendemain, je faisais, Hanouka était au début du mois de décembre, je faisais une conférence dans un lycée comme je fais régulièrement à cette période-là, et que légitimement, il y a un élève qui a levé la main et qui a dit, mais ok, vous nous expliquez le principe de laïcité, les conséquences que ça a sur la manière dont on peut venir à l'école, pas venir à l'école, mais pourquoi le président truc? Et je lui dis, mais c'était une énorme connerie. Et je l'ai dit d'ailleurs au président de la République, et je l'ai dit à Raïm Korsia. Je lui ai dit, vous pouvez pas abîmer et envoyer des signaux qui, justement, entretiennent le 2 poids 2 mesures, là où, vous voyez, hier, dans le Parisien, pour parler de laïcité, ça m'a foutu les boules aussi. C'était les 3 chefs de culte qui disent la laïcité, une formidable liberté. Très bien qu'ils le disent, mais la laïcité, c'est pas le dialogue interreligion.
C'est pas ça. Enfin, faut qu'on arrête cette idée de dire c'est une tolérance et un respect à égalité des mêmes religions. Est-ce que vous pas ça, la partagez laïcité. ce constat, Nicolas Cadel? On aimerait vous entendre réagir sur les petites images qu'on a diffusées. Et puis, il nous reste très peu de temps, donc on aura un tout dernier point à aborder après. Donc, ce qui a été dit par ces différentes personnalités politiques, effectivement problématique. Il faudrait rappeler peut-être à M. Retailleau qu'Athènes, Rome, c'était pas au départ, c'était pas chrétien, c'était païen, une culture païenne, et on est aussi empreint de culture païenne, même dans notre calendrier de semaines, d'années, de mois, et on l'a oublié. Donc c'est encore très fort, et il n'y a pas que des cultures, des racines chrétiennes. Ensuite, évidemment, c'est un non-sens que de parler de racines judéo-chrétiennes quand on sait dans ce pays, malheureusement, que les Juifs ont été persécutés à peu près de tout temps, que le Saint Louis IX, est celui qui a imposé le port de la rouelle, donc l'ancêtre de l'étoile jaune, aux Juifs. C'est quand même un peu particulier. On ne peut pas dire qu'il y ait une grande amitié judéo-chrétienne dans ce pays. C'était pas un pacte. Ensuite, au moins jusqu'à Vatican. Les chrétiens ensuite ont été eux-mêmes très divisés, puisqu'il y a eu des guerres de religion quand même dans notre pays, avec les protestants qui, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années à peine, étaient considérés comme des hérétiques, donc qui n'étaient pas chrétiens selon l'Église, qui ont été persécutés, discriminés légalement, etc. Donc parler de racines de culture commune judéo-chrétienne, c'est un peu aberrant, et ça émane souvent d'un camp qui est le même que celui qui dénonçait à la fin du XIXe siècle la France judéo-protestante. Donc on voit ce côté très négatif quand même d'instrumentalisation, là encore, pour finalement, en effet, se faire en protection d'une identité supposément majoritaire face à une minorité qui déplaît sur le moment donné. Et là, en effet, c'est contre l'islam. Donc c'est très problématique, c'est totalement contraire à l'essence même de la laïcité, mais même à notre histoire. C'est une méconnaissance profonde de notre histoire. Les judéo-chrétiens, à l'origine, ce sont simplement les tout nouveaux chrétiens qui se conforment encore à la tradition mosaïque. Ça n'a rien à voir avec un bloc culturel judéo-chrétien. C'est donc une vraie méconnaissance, mais une instrumentalisation de la chose, en effet, pour exclure une partie de la société. C'est pas ça qui fait nation, et c'est vraiment pas ça qui est conforme à notre laïcité. Et alors, pour finir, parce qu'il nous reste très très peu de temps, on voulait, vous le disiez au début, on parle beaucoup des polémiques autour de cette question, mais il y a aussi des propositions qui sont sur la table, outre celles dont on a parlé tout à l'heure, évidemment, je pense aux propositions de loi de LR. Vous proposez, Jérôme Guedj, vous allez peut-être le défendre jeudi à l'Assemblée. Ça dépendra du temps imparti aux autres textes qui le précèdent dans votre niche parlementaire. Une proposition de loi pour la création d'un défenseur de la laïcité. Vraiment en très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous paraît important? Et puis on vous demandera en guise aussi de conclusion, si vous voulez y ajouter quelque chose, de réagir à cette proposition. D'une phrase, parce que c'est une proposition pour verser au débat sur ce que j'ai dit au début de notre entretien, l'absence de politique publique de la laïcité. Voilà, l'absence d'outils. Et donc, l'idée d'une autorité administrative indépendante, c'est de dire, mais en face, on doit avoir une politique publique menée par le gouvernement. Alors, hier, c'était l'Observatoire de la laïcité. On en a parlé tout à l'heure. Ça n'existe plus. Est-ce qu'il faut un comité interministériel de la laïcité? Je veux même vous dire, c'est pas un gadget, mais moi, je rêve du jour où il y aura, justement, pas dans une approche gadget, mais dans une approche organisation, un ministre dont, dans son intitulé, il y aura le terme de laïcité. Parce que ça veut dire que derrière, il y aura une politique publique. Évidemment pas si c'est pour faire en effet du buzz, etc. Donc il nous manque une politique, il nous manque un outil administratif, il nous manque une politique pénale, les sanctions, on n'en a pas parlé, des atteintes à la laïcité. Et moi je fais partie de ceux qui pensent que l'article 31 qui figure dans la loi de 1905 doit être plus et mieux utilisé, parce qu'il protège. Et moi je prends toujours cet exemple quand je suis face à des classes, on me dit mais concrètement ça voudrait dire quoi? Parlons du voile justement, un truc, une jeune fille qui dans la rue se fait juste dire pas de ça chez nous, on est en France, retire ton voile, c'est une pression et c'est une atteinte à la laïcité. Et en sens inverse, une autre jeune fille qui s'habille comme elle veut et qui a quelqu'un dans la rue qui lui dit toi t'es pas bien habillé, va mettre ton voile, t'es une couffard sinon, ça aussi c'est une atteinte à la laïcité, c'est une pression pour l'obliger à pratiquer la religion comme certains pensent qu'il faut la pratiquer. Et donc saisir le défenseur, c'est ça? Alors déjà rien que ça. Alors, rien que rappeler que c'est une atteinte à la laïcité, que la laïcité c'est du droit et qu'il y a une sanction pénale et qu'il n'y a pas besoin de lui dire sale arabe ou de la bousculer ou de faire du harcèlement scolaire, qui sont les trois outils qui sont utilisés à la place des atteintes à la laïcité, soit le harcèlement, soit l'injure raciale, soit la voie de fait, la menace ou l'agression physique. Voilà, donc moi je rêve d'une politique publique de la laïcité. Je ne sais pas si le défenseur, moi je l'ai versé au débat, il y a eu des échanges qui étaient intéressants en commission de dire est-ce qu'il ne faut pas plutôt mieux le loger chez le défenseur des droits qui devient
deviendrai un défenseur des droits et de la laïcité. J'ai échangé avec Claire Hédon. Pourquoi pas ? En fait, vous avez compris, j'ai utilisé la fenêtre de tir de cette semaine de la laïcité pour dire, les gars, on ne peut pas parler de laïcité avec les sujets pourris qui sont mis sur la table d'instrumentalisation et de ne pas l'aborder de manière apaisée, de manière profonde, bref, de redevenir fidèle à l'esprit de la loi de 1905 et de ne pas être dans justement cette conflictualité qui ne sert strictement à rien, sans être naïf sur les menaces qui pèsent et les instrumentalisations qui existent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas ? L'Observatoire, sur le coup, menait cette action, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je regrettais qu'à l'époque, on n'ait pas été plus soutenu, parce qu'elle menait cette politique interministérielle, puisqu'elle était en interministérialité, et elle a lancé énormément de plans nationaux de formation, mais aussi de politique publique sur la laïcité. Elle a fait abroger le délit de blasphème en Alsace-Moselle, elle a donc fait cette circulaire face aux sanctions, pour sanctionner davantage contre les atteintes à la laïcité avec l'article 31. Donc tout ça, on l'a déjà porté, donc je regrette qu'il n'ait pas été plus protégé et défendu, cet observatoire de la laïcité. Problème d'un défenseur de la laïcité, c'est que ce serait une AAI, donc ce ne serait pas interministériel, et donc les rapports risquent de ne pas être suivis derrière. C'est pas exclusif voilà, d'une politique publique. Et en plus, c'est un peu comme la DILCRA et le défenseur des droits. Le défenseur des droits, typiquement, en effet, a dans ses compétences, notamment de relever les discriminations à l'encontre des personnes à raison de leur religion, etc. Moi, surtout, je pense que maintenant, il faut une laïcité en acte, en fait. Il faut montrer que la République, elle se traduit en acte, quoi, qu'il y a un vrai idéal républicain derrière pour les gens. C'est-à-dire qu'il faut l'égalité réelle, la liberté, la vraie, donc lutter en effet contre les discriminations, imposer des services publics laïques, des offres publiques laïques partout sur le territoire. En manque de services publics, on a des endroits qui sont complètement abandonnés par l'État. Je veux dire, là où il y a des tensions sur la laïcité, c'est là où l'État est parti, en fait. C'est là où il n'y a plus de services publics, là où il n'y a plus d'offres périscolaires après l'école, en fait. On n'offre plus rien, il n'y a que des offres confessionnelles, privées, etc. Donc il faut plutôt maintenant traduire les choses en actes et acter d'une vraie liberté, d'une vraie égalité pour concourir à la fraternité. Et je suis totalement d'accord avec cette dernière... La meilleure défense de la laïcité, c'est la République partout et pour tous. Voilà. Et c'est vrai que le sujet devient central pour compenser, peut-être pour regarder là, plutôt que de regarder au bon endroit, qui est la baisse des services publics dans les quartiers, le reflux d'éducation populaire. Moi, je le vois, hein, quand une association d'éducation de soutien populaire, enfin d'éducation populaire de soutien scolaire ferme, parce qu'on a supprimé les emplois aidés, parce qu'on a baissé les crédits, et ben il y en a certains qui en profitent. Il y a des entrepreneurs identitaires, laïque et sociale. Voilà, toujours. Alors, on va finir sur cette note d'accord, même si on le voit sur cette question de la laïcité, un certain nombre de débats méritent d'être poursuivis. Parce qu'on arrive déjà au terme de ce premier U-Match qui est passé très vite et beaucoup de questions pourront faire l'objet de prochains débats, pourquoi pas. Il me reste à vous remercier, Jérôme Gage et Nicolas Cadenne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec nous. Merci à toi, Cyprien. Et merci à toi, Julia. Et bien sûr, merci à vous derrière vos écrans. Un dernier petit mot pour vous rappeler de ne pas manquer la prochaine de Ça ira, l'émission de l'humanité mensuelle. La prochaine, ce sera le mercredi 17 novembre avec Olivier Faure. Et d'ici là, lisez l'UMA, regardez nos vidéos, n'hésitez pas à vous suivre à la chaîne et surtout, abonnez-vous. On a besoin de vous.